Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis content de vous revoir. L'opération Barbarossa 7. Stalingrad, deuxième partie. Alors on va du milieu de novembre 42 à la fin du mois de janvier, 31 janvier 43. Paulus et tout son état-major se rendent, bien sûr. Ils ont été vaincus par l'hiver, par le manque de munitions, le manque de vivres, le manque de fourrage, le manque de tout, de vivres, de pain. 40 tonnes de pain il leur faut, donc pas possible. Par jour, 40 tonnes de pain pour nourrir 200-300 000 hommes. Ration de 200 grammes à 100 grammes, et puis ensuite 50 grammes, etc. C'est terrible. Alors, pendant l'été 42, le groupe d'armée A, Caucase, von Litz, boum, va vers le Caucase. Le groupe d'armée B est lancé sur Stalingrad. Ah oui. Sur la rive gauche de la Volga, plus au nord, la Stavka prépare une énorme contre-offensive contre Stalingrad, mais dans le plus grand secret. Elle va être lancée au mois de novembre. On n'y est pas encore. Les Russes vont encercler Paulus et empêcher Hermann Hoth de secourir la 6e armée, ce qui va changer le cours de l'histoire. La totalité du 51e corps, enflé jusqu'à 8 divisions, est engouffré dans la bataille de rue. Hein, les fameux policiers du Reich sont arrivés, hein, les spécialistes des combats de rue. Les meilleurs éléments du groupe d'armée B sont aspirés par cette bataille de rue. Ah oui, le 19 novembre 1942, les usines Dzerzhinsky et Barricade sont entièrement entre les mains allemandes. Plusieurs centaines de mètres de rivage sont conquis. La classe de la Volga interrompt le ravitaillement des défenseurs soviétiques de Stalingrad. Oui, on peut plus passer par la Volga. Il y a les glaces qui passent à toute allure. Mais, soudain, Paulus reçoit un ordre inattendu. Suspendre les attaques sur le front de Stalingrad. Cette armée se recourbe donc, barrant l'isthme séparant la Volga du Don. Au-delà de Kletskaya, alors là vous verrez, hein, carte A et carte B, tout est expliqué. Au-delà de Kletskaya, jusqu'à Voronezh, sur un front de 400 km de longueur, s'alignent les Roumains, les Italiens, les Hongrois. Celles-ci sont des fronts passifs. Et parce qu'ils sont pas très actifs, ils sont pas comme les Allemands, hein. Les conditions de la contre-attaque soviétique ont été remarquées par des éléments allemands, bien sûr. Les avions, pas furtifs, mais les espions allemands ont remarqué des attroupements. Hein. On s'attend à la contre-attaque, mais où frappera-t-elle? C'est ça, un point d'interrogation. La fragilité de ce front de défense est dangereux, c'est vrai. La fragilité est dangereuse. Le 7 novembre 42, le nouveau chef d'état-major Zeisler fait état de ses craintes. Mais le Führer ne veut rien entendre de cette faiblesse, de la faiblesse du front. Ce qu'il veut, c'est que cette forteresse qu'est Stalingrad garde sa garnison. J'y suis, j'y reste, clame-t-il. L'unique réserve mécanique, la 48e blindée qui se trouve derrière la 8e armée italienne, est la seule et unique réserve commandée par le général von Heim. Elle ne se compose que de la 22e Panzer et de la 1re division blindée roumaine. Mais celle-ci n'a qu'une quarantaine de chars. La nuit du 18 au 19 novembre est fantomatique. Le brouillard est très épais. À 4 heures du matin, l'artillerie russe pilonne 2 têtes de pont, l'une à Sefarimovitch et l'autre à Kremskaya. Vous l'avez là, sur le Serafimovitch et Kremskaya. Donc c'est là que les unités soviétiques vont attaquer le front italien. À 8 heures, les chars surgissent. La 5e armée blindée tombe sur le deuxième corps roumain. À l'est, la 3e armée de chars tombe sur le 4e corps roumain.
Les Roumains ne sont pas les plus médiocres combattants, mais ils sont vite refoulés. Le 20 novembre, Vatutin et Rokossovski. Donc Vatutin ici, et Rokossovski galopent à l'ouest du Don. À l'ouest du Don, le 4e corps d'armée allemand soutient le choc, mais la 4e armée roumaine s'effondre. Ah oui, les Roumains s'effondrent et les Italiens vont sauver. La 50e armée soviétique court vers Kalach, passage principal du Don. Lorsqu'elle l'atteint, le 22 novembre, le pont est déjà pris par les soldats de Rakossovski. Paulus et son état-major ont failli être pris. Ils s'enfuient comme des fous vers le QG d'hiver de Nijni Tchinskaya. Sorti de ce piège, Paulus informe Hitler que la situation est plus critique. Hitler lui ordonne de rejoindre Stalingrad. Mais la situation exige des réactions inattendues et des initiatives hardies. Paulus, en commandant docile, ne bouge pas dans ce sens. Il vole vers son QG d'hiver, près de la gare de Gourmak. La 6e armée garde une tête de pont à l'ouest du Don, mais son fleuve nord-est ouvert. Non, mais son flanc nord est ouvert. On manque en plus de munitions, de vivres, de carburant. La 6e armée est encerclée. Hitler réclame à l'armée de Paulus de se mettre en hérissant. Il lui promet de la ravitailler par les airs, mais le commandant de la 4e Luftwaffe, Wolfram von Reichenau, est catégorique. Ils ne sont pas prêts à un sauvetage pareil de 200 à 300 000 hommes. Il faut acheminer 750 tonnes en moyenne et au minimum chaque jour. Or, comme le dit Göring, qui est à Paris, bien sûr, qui préfère être à Paris qu'en Allemagne, promet n'importe quoi, il promet 500 tonnes par jour. Le 29 novembre, Hitler arrive à Rastenburg à 1h du matin. Dévoré d'impatience, Zeisler, qui l'attend, lui soumet ses craintes. Mais Hitler a trouvé un moyen de conjurer la crise de Stalingrad, appelé en renfort, peut-être 2 divisions blindées, qui vont rouvrir la communication avec la 6e armée allemande encerclée. Zeisler rétorque qu'il faut 15 jours pour transporter une division. Dans la journée de lundi matin, les nouvelles s'assombrissent. Zeisler réitère ses critiques. Hitler se fâche, frappe du poing sur la table et dit « Je ne quitterai pas la Volga ». On promet néanmoins à Zeisler qu'une solution va être trouvée à 8h du matin. Le lendemain, Hitler signe un ordre que lui tend Zeisler, mais écrit de la main à condition que Stalingrad soit assuré de rester allemande. Ce qui fait dire aux pauvres assiégés allemands que rien n'a été décidé, en fait. Finalement, cet ordre condamne en fait la 6e armée de Stalingrad. Toutefois, Zeisler s'emporte, s'écrie. Abandonner la 6e serait un crime. Hitler tressaille, demande au cesse de service d'introduire Keitel et Jodl. Keitel, d'un temps martial, répond « Il faut rester à Stalingrad ». Bien sûr, il ne va pas dire le contraire. Jodl, de son côté, juge le pour et le contre, mais dit finalement qu'il faut rester à Stalingrad. La possibilité de ravitailler Stalingrad grâce à un pont aérien est remis au goût du jour. Il faudrait 750 tonnes quotidiennes, munitions, fourrage, vivres, carburant, 40 tonnes de pain par jour. Göring promet 500 tonnes quotidiennes, plus part. Le blizzard
Les terribles conditions hivernales des aérodromes éloignés empêchent à cette aide de se faire convenablement. 100 tonnes, voire 50 tonnes quotidiennes. Sur les 750 tonnes, 50 tonnes quotidiennes. Mais, pour délivrer cette armée, Hitler fait appel à un magicien militaire von Manstein. Le 21 novembre, au soir, von Manstein reçoit l'ordre de prendre le commandement du groupe d'armées dont sous ses ordres, en place la 6e armée, enfermée à Stalingrad et clouée au sol par ordre d'Hitler, la 4e armée blindée, réduite à la 16e division motorisée, la 3e armée roumaine, dont seule l'aile gauche est intacte, et la 4e armée roumaine, plus détruite encore que la 3e armée, Il dispose encore des restes du 48e corps blindé et du détachement d'armée Holit. Enfin, plusieurs divisions blindées sont en route. La 23e qui vient du Caucase et la 6e division blindée qui vient de France vont soutenir au sud de Stalingrad la 4e armée blindée pour dégager Paulus. La 17e division doit les rejoindre ultérieurement. Il en faut arrêter l'offensive russe et sauver la 6e armée allemande. Rien que ça. Donc arrêter l'offensive russe et sauver la 6e armée allemande. Mais ces forces sont fatiguées, voire épuisées. L'armée de Paulus est délabrée dans les bords du Don, sur les bords du Don. Holit doit attaquer pour reprendre Kolach. La 48e blindée reconstituée avec la 2e Panzer doit déboucher de la tête de pont devant Ninski Tchinskaya pour appuyer l'attaque principale menée par le 47e corps blindé. Mais le jugement Olint est absorbé par la défense du Tchir, de la rivière du Tchir. C'est un confluent du Don. Donc, le 48e corps est chassé de sa tête de pont. Fixé au 2 décembre, l'attaque est ajournée au 8, puis au 12, par suite de la lenteur désespérée des transports. La marche sur Stalingrad débute brillamment. Le premier choc porte l'offensive pour délivrer la 6e armée allemande sur la coupure de Laxaï, qu'elle franchit le 13 décembre. À droite, la 23e armée progresse le long de la voie ferrée. Le 19, la Minkova est atteinte, la rivière Minkova est atteinte. 130 des 180 km qui séparent la 4e armée blindée de la 6e armée de Paulus est franchie. Donc il ne reste plus que 50 km. Cependant, von Manstein ne se fait pas d'illusions. Les événements de Rostov lui laissent un temps extrêmement limité. Il faut que la 6e armée cède elle-même, en se portant rapidement au devant de Hoth. Mais la sortie de la garnison de Sébastopol est interdite par Hitler. Elle doit donc rester à Stalingrad. De l'est vers l'ouest, le front est tenu par les restes de la 2e armée roumaine, le détachement de l'armée Holit, la 8e armée italienne et la 2e armée hongroise. Le maillon le plus faible est le maillon italien, étiré sur 270 km de front. 4 corps d'armée italiens, 29e, 35e, 8e et 1er corps alpin attendent le choc. Celui-ci se produit le 16 décembre. Alors là, vous avez la carte B, 16 décembre. La première armée soviétique franchit le Don et tombe sur le centre du front italien. Tombe sur les Italiens, bien sûr. Les Italiens fuient devant les Soviétiques. Hitler appelle alors Duce, lui demandant d'appeler son QG en Russie afin d'empêcher la fuite italienne. Vexé, le Duce ne répond pas. Dis donc. Comme quoi Hitler était véritablement un ami de Duce. Il l'a fait délivrer en 1944 lorsqu'il était prisonnier. Il a été véritablement un grand ami, alors que le Duce était un peu comme ça. Bon, voilà, un peu. Il pensait surtout à sa maîtresse, lui. Il aimait beaucoup sa maîtresse. Et c'était un homme excessivement
porté sur le sexe, excessivement porté sur l'artistique, le cinéma, le théâtre et le sexe. La situation de la 4e armée blindée est plus que précaire. Le front allemand s'effondre. L'avance russe menace Rostov. On laisse passer Noël. Hoth s'est démuni de la 6e division blindée, celle qui venait de la plus complète, celle qui venait de France, s'étant mise en route vers Morskovskaya pour rétablir le combat. Elle emporte ainsi la dernière chance de sauver les assiégés de Stalingrad. La preuve est faite que la 6e armée ne peut être ravitaillée par les airs. La portion de pain est réduite de 200 à 100 grammes, puis à 50 grammes. Les aérodromes sont déjà très éloignés et Stalingrad reste abandonné à son triste sort. Le 8 janvier, un drapeau blanc flotte devant les avant-gardes allemandes. Hoth repousse cette tentative de pourparler. Le lendemain, les Russes attaquent. Ils s'emparent de l'aérodrome de fortune de Pitomik, par lequel passe la majorité du trafic aérien. Les 4/5 de la poche sont perdus. Paulus demande l'autorisation à Hitler de capituler. Hitler refuse. Le 25 janvier 1943, les Russes réattaquent. Le 26, la 62e armée soviétique fait sa jonction avec la 21e armée. C'est ce qu'on appelle l'opération Uranus. Sur la colline Mamaev, la 6e armée est coupée en deux. Dans la partie centrale de la ville s'y entassent 4 corps d'armée allemands. Le 30 janvier, Hitler nomme Paulus général Feldmarschall. Jamais, dit-il à Keitel, un maréchal allemand ne s'est rendu. Mais Paulus a interdit de se suicider. Il ne se suicidera donc pas. Le 31 janvier, lui et son état-major capitulent. Les derniers capitulent le 2 février 1943. 90 000 pauvres soldats de cette 6e armée sont conduits dans les camps. Seuls 5 000 d'entre eux reviendront en 1955. Et encore, dans quel état? Paulus inclus. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de m'avoir écouté. Et maintenant, la 8e et dernière conférence. Merci.